Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Art District Nouvelle Formule, puisque j'invite aujourd'hui 4 chroniqueurs autour de moi pour parler de bande dessinée, d'art, de mode, de théâtre et de musique jazz. Stéphane Dibreuil, donc à ma gauche. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Bonjour Julie, pas mal. Voilà, donc toi tu vas nous présenter notamment 2 bandes dessinées et également une très belle exposition que tu as beaucoup aimée. On verra ça. À tes côtés, Alizée Ternisien, bonjour. Bonjour Julie. Alors Alizée, je crois que tu as été séduite complètement par une grande exposition, mais on en saura un peu plus tout à l'heure. Et Aurélie Ruby qui va nous parler de théâtre. Et puis Serge Mariani, bonjour Serge. Bonjour Julie. Alors du jazz comme d'habitude ? Bah oui, on a insisté pour que je parle de jazz. Donc mais il ne fait pas cette tête, c'est bien. Oui, bien sûr, je suis ravi. Non, bien sûr, puisque ce dont je vais parler est passionnant et excellent bien. Comme d'habitude. Alors, je vous ai demandé à chacun, évidemment, de choisir certains événements, coups de cœur dont vous avez envie de parler aujourd'hui dans cette émission. Une émission en regardant un peu vos sujets placés sous le signe du féminisme, plus particulièrement, de la lutte des droits aussi, de notre besoin de renouveau de tolérance, car certains sujets d'autrefois, portés par de grandes figures, reviennent sur le devant de la scène. On ne cessera jamais de parler de liberté et de lutte pour les droits des femmes, des noirs, des homosexuels ou bien des handicapés. Et l'on commence fort avec Stéphane Dibreuil, 2 coups de cœur bande dessinée, justement un peu sur ces thématiques, parce que c'est 2 figures de femmes qui ont marqué l'histoire. Donc notamment une femme qui s'appelle Margaret Sanger. Ces 2 bandes dessinées sont écrites par le même auteur et elles nous sont proposées aux éditions Nada. Alors qui était Margaret Sanger, Stéphane ? C'était une femme remarquable. C'est une femme qui est née à la fin du 19e siècle. Elle est américaine. Sa vie est compliquée quand elle est enfant, puisque sa mère a 18 grossesses. Ah oui. Sur les 18, il y en a, je crois 8 qui survivent. Mmh. Et cette petite fille voit sa mère souffrir, avoir une vie assez terrifiante. Et elle décide très petite que ça ne lui arrivera jamais. Elle va faire des études d'infirmière, elle devient infirmière et elle va s'engager de façon extrêmement active dans les mouvements de contrôle de naissance. Donc on est aux États-Unis, avant la Première Guerre mondiale. Mmh. Il est interdit d'évoquer le sujet. On ne peut même pas parler de contrôle de naissance, on risque carrément la prison. Mais elle en a cure, j'allais dire, et elle s'engage dans tous les mouvements possibles et imaginables, d'extrême gauche, des mouvements activistes. Et elle va soigner les pauvres, et elle va en loose day régulièrement avec un médecin, donner des conseils, parce que les femmes ne savent même pas exactement ce qu'il faut faire. Donc elle va essayer d'essayer d'aider les plus pauvres, à avoir moins d'enfants. Voilà, donc elle fonde notamment un mouvement qui s'appelle The Women Rebel, et elle est aussi à l'origine du planning familial. Alors cette femme qui naît à la fin du 19e siècle, donc parcourt sa vie en luttant aussi pour la libération du corps de la femme. Et j'ai noté une phrase d'elle d'ailleurs qui dit « Aucune femme qui ne possède ni ne dispose de son corps ne peut prétendre à être libre. Aucune femme ne peut prétendre être libre tant qu'elle ne peut choisir délibérément d'être mère ou non. » Donc ça fait évidemment écho à ce que vous venez de nous raconter, Stéphane, sur finalement cette enfance aussi marquée par les grossesses à répétition de sa mère. Pourquoi une bande dessinée sur elle dans cette maison d'édition ? Est-ce qu'elle est finalement assez méconnue aujourd'hui, Margaret Sanger ? Elle est quasiment oubliée, à part des historiens ou des historiennes de ce mouvement. Mais les 2 bandes dessinées dont on parle, donc Margaret Sanger et l'autre qui est l'histoire de Zora Neale Hurston, dont le titre est Fire, sont 2 bandes dessinées, je vais les montrer, j'espère qu'on les voit. Oui, je pense qu'on les voit très bien. Ce sont 2 bandes dessinées qui sont faites par le même auteur, Peter Bagge. Et c'est clairement un projet politique, puisque ce sont des bandes dessinées qui paraissent depuis 4 ans, qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump est au pouvoir lui aussi depuis un peu moins de presque 4 ans aussi. Il y a de très forts mouvements qui remettent en cause le droit à l'avortement, le droit à la contraception,
mais aussi le droit des Noirs américains. Et l'autre album qui vient de sortir, donc qui est la biographie de Zora Neale Hurston, s'inscrit absolument dans cette optique, puisqu'elle aussi naît à la fin du 19e siècle. Elle est petite fille d'esclave, fille de pasteur. Très vite, elle aussi, elle décide de s'affranchir à la fois de l'autorité de son père, de ses frères, de tout ce qui peut la gêner. Elle veut faire des études, mais elle est elle a tellement envie d'en faire qu'elle doit s'inscrire à l'université. Or, l'université, il faut avoir 18 ans, elle en a 26, et elle arrive à faire croire qu'elle a 16 ans. Ah oui. Ce qui est quand même un tour de force. D'accord. Et cette jeune femme qui a une volonté d'acier, on peut le dire, fait des études, elle devient anthropologue, et plutôt que de choisir des contrées exotiques, elle va retourner dans le sud dont elle est originaire. Elle va s'intéresser aux Noirs du sud des États-Unis, et elle va faire carrément émerger toute une culture, la culture vaudou, le blues, qu'elle décrit comme la plus grande invention artistique de l'histoire américaine. Elle va ensuite devenir une très très grande écrivaine, puisque même Toni Morrison, donc la femme prix Nobel qui est morte il y a quelques semaines, disait d'elle, Zora Neale Hurston est l'une des plus grandes écrivains de notre époque. Et elle aussi, alors, a été oubliée en quelque sorte. Elle est un peu oubliée parce que son style est extrêmement difficile à traduire. C'est un style parlé qui est du slang des Noirs du sud des États-Unis. Donc même pour les Américains, c'est compliqué à lire. Moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Donc je me suis rabattu sur des traductions. Mais voilà. Donc ces deux bandes dessinées sont traduites en effet. Oui, en français. On les trouve donc aux éditions Nada et donc celle sur Zora Neale Hurston vient de sortir. Il y a 3 jours. Voilà, le 10 octobre. Romancière et anthropologue, donc on revit dans cette bande dessinée le mouvement de la Renaissance de Harlem. Oui, c'est une chose que nous on connaît pas du tout en France. C'est un mouvement artistique très important à New York dans les années 20. Donc c'est mené par des Noirs comme Zora Neale Hurston, et ce sont des artistes qui décident que les Noirs ne sont pas des victimes, et qu'on peut les dépeindre sous les traits de gens qui ont une vie normale, pas forcément des gens opprimés, et que la libération, la reconnaissance des artistes noirs va passer par là, en refusant absolument tout dolorisme. L'autre chose ce qu'il faut dire, c'est l'auteur Peter Bagge. C'est un auteur de bande dessinée donc américain, qui est très connu pour ce qu'on appelle l'underground, donc des choses très exagérées, quelquefois vulgaires, de mauvais goût, mais toujours de qualité. Et on n'a pas l'habitude de lire des biographies dessinées en France, dessinées sous cette forme. Voilà, c'est très drôle, même si elles ont des vies quelquefois compliquées, c'est toujours marrant, on passe toujours un bon moment, c'est très dynamique, les personnages bougent, les situations sont surprenantes. Et voilà. Donc 2 bandes dessinées que vous recommandez, Stéphane? Je les recommande plus que plus, parce qu'on découvre un auteur et on découvre 2 personnages au destin exceptionnel. Et le format est sympa aussi, petit format. Le format est sympa, c'est un petit format, presque un format de poche un peu plus grand. Je crois que c'est 18 €. Et c'est 18 €, donc franchement, c'est pas cher. Voilà, aux éditions Nada, donc pour revivre 2 grandes figures féministes de l'histoire. Et puis on était un petit peu, on a frôlé le blues, on va peut-être aller vers le jazz, justement, tout de suite avec Serge, puisqu'une grande figure féminine aussi, voilà, on va aussi parler d'une grande figure féminine, la baronne du jazz. Ah oui. Panonica de Königswarter. Voilà, il faut prendre son élan pour le dire. C'est une aristocrate richissime qui s'est passionnée pour le bebop dans les années 50 et au-delà. Elle est décédée en 88, je crois, en 1988. Et donc, grande mécène. Grande mécène, elle a, on peut le dire, permis à certains des plus grands noms du jazz de cette époque, et du jazz en général, de survivre au moins, et de pouvoir continuer à faire leur musique. Alors Thelonious Monk a écrit un titre par exemple. Très connu, absolument. qui s'appelle Panonica, mais c'est pas ce qu'on va écouter tout de suite. Non. Même si c'est un très beau titre. Mais on va parler d'une actualité autour de Panonica. Qu'est-ce qu'on écoute? Alors, on va écouter le titre d'ouverture en fait de ce spectacle, dont on pourra peut-être parler un petit peu après. Panonica, donc, qui retrace l'existence de cette femme extraordinaire, on peut le dire, Panonica de Königswarter, et c'est intitulé, c'est donc une musique composée par le collectif Zoot, qui joue sur scène,
en live, donc, et Nathalie Dessay interprète le personnage, ne chante pas, elle interprète le personnage en tant que comédienne. Mais alors, est-ce qu'on l'entend dans cet extrait ? Non. On entend la musique, qui est la musique d'ouverture de ce spectacle, donc, et qui est intitulée The Highest Flying Bird. Ok, donc on écoute cet extrait tout de suite, et on se retrouve juste après la pause. Retour dans le club Art District sur Art District Radio, toujours en compagnie de 4 chroniqueurs de la radio. Et Serge, on vient d'écouter un extrait du prochain spectacle donc, qui se jouera à la scène musicale le 30 octobre. Exactement, Création. Voilà, Création, c'est un spectacle particulièrement original. Oui, en effet, c'est un spectacle musical avec donc Nathalie Dessay qui ne chante pas, qui incarne le personnage de Pannonica, et une musique composée, originale, composée par les musiciens du Zoot Octet. Ils sont en effet 8 sur scène à jouer live comme un concert, et donc moi j'ai pu assister à une sorte de mini général il y a quelques semaines. Nathalie Dessay déambule comme ça sur la scène avec des costumes différents évidemment selon les moments, les époques qu'elle représente, et avec ses musiciens, et le dialogue s'instaure entre elle, les musiciens, le public. Enfin, elle raconte sa vie, la vie de Pannonica. Et donc Neil Saidi, Noé Kodja, qui sont les principaux musiciens compositeurs de cette œuvre, sont tous là. Ils sont donc avec les 6 autres musiciens, et c'est très impressionnant. Et je pense que je n'ai pas vu la totalité, j'ai dû voir 25, ils ont dû présenter 25-30 minutes. C'est un spectacle qui va durer 90 minutes environ, et je pense que ça va être vraiment passionnant. Et ensuite ils vont tourner, etc. Il y aura un disque, un album peut-être. Voilà. Et est-ce que Nathalie Dessay a expliqué pourquoi elle avait eu envie de raconter Pannonica? Je crois, oui, enfin, je pense d'abord elle adore ça, elle adore incarner des personnages, hein. Bon, elle a la carrière qu'on connaît en lyrique, et puis elle aime beaucoup le jazz, hein. Elle l'a prouvé aussi, que ce soit avec des projets relativement récents avec Michel Legrand, Nougaro, etc. Donc c'est vraiment, je pense qu'elle est là à la confluence de deux univers importants pour elle. Et si elle ne chante pas, c'est pour ces raisons qui la concernent, et puis ce n'est pas nécessaire, en tout cas là je veux dire, et vraiment elle incarne, c'est assez étonnant, très vite on est dans cette histoire. Il y a également des projections de petits films, de diapositives, etc. qui illustrent certains thèmes de ce spectacle. Je pense que si vous pouvez être là le 30 octobre à la scène musicale pour les Parisiens et qui peuvent aller jusque là-bas, tant mieux, ce sera certainement une bonne soirée. Ensuite, à suivre l'actualité du spectacle. Voilà. Belle proposition, merci Serge pour cette actualité jazz. Et puis, on a finalement un peu de théâtre dans ce oui, absolument, complètement, spectacle oui, complètement, aussi, oui. C'est pas un concert, oui, voilà. Elle joue Pannonica. On peut pas dire que c'est une comédie musicale, mais en fait, ça s'en rapproche. C'est un spectacle musical, voilà. Alors, ça me permet de faire une subtile transition
avec le monde du théâtre, dont va nous parler Aurélie Ruby aujourd'hui, avec 2 pièces. Donc une première qui est vraiment présentée unanimement par la presse comme la pièce événement de la rentrée, avec 2 stars, donc Joe Star justement, et Béatrice Dalle, qui nous propose de revisiter Elephant Man. C'est ça, Aurélie? Je ne me suis pas trompée. Tout à fait. Alors, c'est une pièce qui est mise en scène par David Bobet, qui est un metteur en scène qui est actuellement le directeur du CDN de Rouen, en Normandie. CDN. Donc, le CDN, le Centre Dramatique National, pardon. Merci. Donc c'est un metteur en scène qui œuvre dans le théâtre public, mais qui, pour cette occasion et cet événement, monte le spectacle aux Folies Bergères, qui est une salle même de théâtre musical, qui fait 1700 places à Paris, et qui est vraiment une salle de théâtre privé, pour le coup. D'accord. Donc en ce moment, on a un peu une sorte de porosité qui se crée entre le théâtre public et le théâtre privé, où ce genre d'événement arrive. Et du coup, il a choisi de mettre en scène Elephant Man dans un scénario de Bernard Pomerance, duquel s'était inspiré aussi David Lynch. Et d'ailleurs, il y avait eu des petits soucis en justice, puisque Pomerance avait attaqué Lynch. C'est-à-dire que Pomerance, c'est le premier à avoir écrit la pièce, tout à fait, en fait, donc c'est d'après, finalement. C'est d'après Pomerance. Et David Bobet a fait une adaptation tout de même. Il a rajouté, par exemple, la figure de Jacques l'Éventreur, qui était contemporaine de l'histoire de John Merrick, donc le personnage d'Elephant Man. Et même, il aurait été accusé des meurtres à l'époque. Et donc, ils ont rajouté cette figure-là comme dans un songe, dans certaines scènes, qui n'étaient pas dans le scénario de base. Donc, il a choisi de faire interpréter le rôle-titre par Joe Star. Donc, qui est Elephant Man. Qui joue Elephant Man. Un des principes du scénario à la base, c'était justement que l'acteur qui joue Elephant Man ne soit pas grimé. Qu'il soit... parce que l'histoire, c'est l'histoire d'un personnage. Je parle comme si tout le monde connaissait l'histoire d'Elephant Man. Racontez peut-être quelques mots. En fait, c'est l'histoire d'un personnage monstrueux. Et oui. Qui est difforme et qui erre dans sa vie et qui se fait récupérer par un forain, donc qui le montre dans une fête foraine. Puis arrive un médecin, un grand médecin, qui va le racheter pour l'étudier. Et comme ça, il va passer de la main du forain à la main du médecin. Et la pièce se centre vraiment sur ce moment où il est avec le médecin. Et donc, il y a un défilé de personnalités. Tout d'un coup, il reste ce monstre de fête foraine, mais disons dans un milieu social un peu plus élevé et au service de la science. Donc c'est vraiment la question de la monstruosité physique qui est posée, c'est-à-dire l'imaginaire qu'on a entre la monstruosité physique et la monstruosité intérieure, puisqu'il va être éventuellement accusé de meurtre, parce qu'on se dit évidemment s'il est monstrueux, c'est certainement qu'il doit être mauvais. Et évidemment, l'histoire qu'on a sous les yeux nous raconte l'inverse. Nous raconte que ce personnage monstrueux, en fait, devient très rapidement une sorte d'écran de projection. Aussi pour le milieu un peu bourgeois, d'ailleurs, qui tourne autour de lui. Oui, alors il nous raconte que finalement, est-ce que ça ne serait pas celui que l'on croit être le monstre qui serait le plus humain de tous ? Et ça, c'est un peu la morale de l'histoire. Voilà, ça, c'est un peu la morale de l'histoire, mais c'est aussi un texte qui... C'est une histoire assez connue dans l'imaginaire déjà. Est-ce que ça avait déjà été mis en scène Alors, je dois avouer que je ne sais pas,
pas de mon vivant, je pense. Pas de mon vivant. Mais mon vivant est quand même tout encore assez... Personne s'était attaqué récemment, en tout cas, à cette histoire pour la mettre en scène. Joey Starr, il est comment Alors après, c'est vrai que c'est assez symbolique, quelque part. Alors, je ne sais pas si le mot symbolique est le bon, mais de proposer de jouer ce rôle à Joey Starr, c'est un geste fort de la part de David Bobet. Parce que qu'est-ce que ça raconte, en fait, de voir Joey Starr jouer Elephant Man comme ça, hormis le fait Lui a accepté, en tout cas. Hormis le fait qu'effectivement, déjà, il est physiquement très massif. Je crois on le voit. Ah oui, ça, il a un physique, effectivement, c'est une un présence colosse, aussi. quoi. Et il est toujours égal à lui-même, Joey Starr, en fait. Il porte une authenticité et une sincérité et à sa manière une forme de monstruosité dans notre société. Il a dans le monde médiatique aussi. Il a été comme ça un rappeur extrêmement connu il a fait beaucoup de polémiques, de scandales. C'est une sorte de monstre sacré des années 90, on va dire, en tout cas de ma génération. Et donc bon choix. Et de le voir jouer Elephant Man, c'est très intéressant. D'accord. Et donc, il est fort. Il est fort, il dégage énormément d'émotions. Il y a peu de texte. Il y a un beau travail sur la voix et sur la présence de sa part. Et c'est à voir aux Folies Bergères. Et j'ai même pas parlé de Béatrice Dalle, la pauvre. Et voilà. Moi, ça commençait à m'inquiéter. Oui, parce que elle disparaît dès la première minute. Alors là, c'est le côté people. Là, c'est le côté people, c'est qu'ils ont été en couple pendant 10 ans et que là, ils se retrouvent sur les planches dans ce spectacle. Et Béatrice Dalle, qui est une grande comédienne. Donc, en fait, la distribution est très belle et on n'a que des acteurs très forts. Il y a un travail scénographique et vidéo qui est très intéressant. Et après, c'est un peu la particularité des spectacles de David Bobet, c'est qu'il fait du grand spectacle. Après, on aime ou on n'aime pas, mais associé à ce texte qui est somme toute très profond, on en a pour nos yeux et pour notre argent, parce qu'au Folies Bergères, quand même, le plus petit tarif est quand même à 40 €. Et la pièce dure combien de temps ? Elle dure, je crois, près de 3 heures. Ah oui, donc quand même, il y a de quoi passer un moment quand même assez long, finalement. Mais le texte est fort et franchement, le spectacle vaut le coup. Et elle joue quel rôle, Béatrice Dalle ? Elle joue le rôle de Madame l'actrice, qui est en fait une grande actrice connue, qui va venir rendre visite à John Merrick, Elephant Man, dans sa cellule dans l'hôpital, à ce moment où il devient un peu connu. En fait, les gens viennent le voir, des gens de prestige viennent le voir, elle le rencontre, et en fait, il y a une rencontre très forte qui se font entre eux, et ça permet de poser la question de l'illusion, du jeu social. Elle, en tant qu'actrice, elle est aussi confrontée à ce positionnement face au public, un peu de monstration et voire de monstruosité à sa manière. Et il y a une rencontre qui est très forte entre eux et une histoire d'amour là qui naît et qui est à un endroit de frottement et qui est assez intéressante. Donc une grande pièce, vous confirmez, Aurélie, à voir en ce moment aux Folies Bergères. Oui, je trouve que le spectacle vraiment vaut le coup d'être vu. Alors on enchaîne aussi avec un deuxième choix aussi très intéressant. Là, c'est un seul en scène. Ouais. Alors c'est un petit peu évidemment très différent, même au théâtre de Belleville. Un seul en scène de Nicolas Lambert. Et c'est un peu une forme de théâtre d'investigation ou de théâtre documentaire. Je ne sais pas si ces termes-là existent. Oui. Alors qu'est-ce qu'il raconte justement une grande affaire qui a marqué certaines années dans le monde des entreprises pétrolières. Oui, tout à fait. Alors Nicolas Lambert se définit comme théâtre documentaire ou documentareux théâtreux. Ouh là là, ça devient complexe. C'est-à-dire qu'il travaille vraiment sur... là, il a suivi en fait tout le procès Elf dans les années 2000. Donc comme un journaliste aurait pu le faire. Comme un journaliste aurait pu le faire, il le précise lui-même, il dit
grâce au statut d'intermittent que les journalistes n'ont pas. Mais effectivement, il a passé 4 mois au tribunal à regarder, s'imprégner et annoter tout le procès de cette grande entreprise pétrolière. C'était en 2003, je crois. Et il en a fait un spectacle qui dure 2 heures et où il est seul en scène avec un bidon. Et il joue tous les personnages du procès. Wow. Donc on est sur un tas de tréteaux où là, pour le coup, pas de scénographie. Il y a un contrebassiste qui fait 2 interventions, comme ça, comme pour ouvrir un espace poétique ou plus obscur, sombre, l'espace du dessous, quoi. Mais sinon, il est seul et il joue tous les personnages du procès. C'est-à-dire le juge, à l'époque, c'était Eva Joly qui avait fait l'instruction, et tous les prévenus, qui sont tous plus hilarants les uns que les autres. C'est drôle aussi, voilà, il n'y a pas que l'aspect, évidemment. En fait, c'est là où le spectacle est très fort. Et moi, je découvre le travail de Nicolas Lambert. C'est le premier volet d'une trilogie qui s'appelle La démocratie. Donc, on a bleu, blanc, rouge. Le premier volet qui s'appelle Elf, la pompe Afrique. Donc, Afrique, comme le mot Afrique, comme le continent. Donc, c'est celui-là que j'ai vu. Le deuxième volet s'appelle Avenir radieux, une fission française qui parle de la bombe atomique. Et le troisième volet s'appelle Le maniement des larmes, qui parle de la vente des armes. D'accord, donc là, on est intéressé à tous ces sujets voilà. de la même manière. Il a mis 10 ans à écrire et à monter ces 3 spectacles. C'est pas facile de les tourner, c'est pas facile de les jouer. Là, on est vraiment, pour le coup, sur un tout autre type de théâtre, parce qu'on est sur un théâtre vraiment très engagé, très politique, et dans la dénonciation, un théâtre de tréteaux où il fait appel, en fait, à l'art du comédien et de l'humour. Il y a une forme de parodie là dans le procès, mais tous les mots qui sont dits ont été prononcés lors du procès. Donc du coup, ça crée comme ça une dimension. Tout est réel, simplement par le prisme du jeu du comédien. On est face à l'absurdité absolue de ce qui se passe, de ce qui se passe en justice, l'absurdité absolue du positionnement de tous ces messieurs qui s'en sont mis plein les poches pendant des années sur le dos de la société. Et puis la question de la France-Afrique, là, qui est au cœur, qui est encore aujourd'hui extrêmement polémique et extrêmement intéressante. Alors Serge, oui, je voulais juste ajouter qu'il s'avère que je l'ai vu moi parce que il revient au théâtre de Belleville. Oui. Et j'avais vu, c'est vraiment super. Oui. Ouais, c'est vraiment moi je l'ai vu il y a 2 jours en fait. Lui il est impressionnant. Ouais. Et dans tous ses rôles. Jusqu'au 27 décembre. 27 ou 28 28 décembre. 28 décembre. Tu as raison. 28 décembre et on a le lundi le volet 1, le mardi le 2 et le mercredi le 3. Et je pense que les 2 autres valent aussi le coup. Pour l'instant, je n'ai encore vu que le premier, mais j'ai été vraiment très très enthousiaste. Bon, on reparlera des autres une prochaine fois. Du coup, Aurélie, merci beaucoup pour ces 2 pièces donc à découvrir en ce moment sur Paris. Et puis, on va changer un peu de thématique. On va aller en plus dans un autre quartier, vers le Bois de Boulogne, pour parler plutôt design, art, une grande exposition sur Charlotte Perriand. Alors, on retourne sur les femmes, une grande figure aussi féminine à l'honneur, puisqu'elle a toute la fondation qui lui est consacrée, voilà, tous les espaces qui mettent en lumière cette grande figure de l'art moderne. Charlotte Perriand, qui a vécu d'ailleurs très longtemps, je crois, elle est née en 1903 et elle est morte dans les années 90. Donc elle a traversé tout le XXe siècle. Alizée, au début, Charlotte Perriand, c'était pas trop votre truc. Et puis finalement, là, le gros coup de cœur. Finalement, le gros coup de cœur, parce que comme d'habitude, le temps s'arrête à la Fondation Louis Vuitton. Donc j'y suis restée longtemps. Et ça a été un véritable plaisir de déambuler parmi toutes les galeries avec... plein de chefs-d'œuvre à la fois de Charlotte Perriand, mais aussi de beaucoup d'autres artistes. Donc la Fondation Louis Vuitton organise cette exposition pour le 20e anniversaire de sa disparition. Donc c'est une personnalité phare du monde du design du XXe siècle qui a contribué à définir un nouvel art de vivre. Alors pas elle toute seule, mais aussi avec Le Corbusier et puis Jeanne Rey, tous les 3, ils ont
participé à définir... aussi la notion d'habitation, je crois. A complètement changé voilà. avec ces 3 artistes, puisqu'on peut les appeler comme ça. Donc effectivement, je suis ni spécialiste du design et du mobilier, j'aime pas vraiment ça. J'avais d'ailleurs pas trop aimé l'exposition sur l'Union des artistes modernes qui avait eu lieu au Centre Pompidou et sur laquelle il me semble que j'avais fait une chronique. C'est vrai, oui, je me souviens. En revanche, j'avais adoré découvrir l'appartement de Le Corbusier dans le 16e arrondissement de Paris, qui était son appartement personnel, tout en haut d'un immeuble qui est absolument qui se visite incroyable, qui se visite toujours sur réservation. D'accord. Mais allez-y, et j'ai aussi une chronique en podcast sur la radio, donc qui fait découvrir ce lieu en effet, ça. Qui est quand même un lieu d'ailleurs pas très connu. Non, moi j'avais pas ça dans vraiment un magazine design. Bizarrement, on n'aime pas ça, mais... et alors justement, l'exposition de Charlotte Perriand fait aussi entrer dans plusieurs univers qu'elle a construits, réalisés, imaginés, dont son appartement à elle aussi, qui était, tout à fait. Je ne sais plus dans quel... C'était un appartement, un ancien atelier de photographe, dans lequel il y a eu une salle, en fait, qu'on peut découvrir avec des chaises, une table, qui reproduit, en fait, la salle à manger de Charlotte Perriand. Mais c'est pas tout, puisque on peut aussi déambuler dans un appartement moderne qui avait été présenté au Salon d'automne en 1929, et la Fondation Louis Vuitton l'a complètement reconstruit en plein milieu de ses galeries. Et c'est assez incroyable parce que le visiteur peut s'allonger sur les canapés et les fauteuils de Le Corbusier. Il peut essayer les chaises et les tables de Charlotte Perriand. Pour partir avec. Donc c'est assez ludique. Non, pas partir avec. Il y a quelqu'un qui surveille quand même l'entrée. Je pense que la cote de Charlotte Perriand est déjà élevée, qu'après cette exposition, je pense qu'elle va complètement décoller, ça va alors encore exploser. Oui. D'ailleurs, c'était un peu paradoxal par rapport à ce pourquoi il faisait ces meubles au départ, puisque que ce soit Le Corbusier ou Charlotte Perriand, ils l'ont au départ fait unique pour des personnes très populaires, et c'était pour des étudiants. Donc c'est assez rigolo de voir comment... Oui, pour le monde ouvrier aussi, pour les classes populaires, en effet. Tout à fait. Donc c'est une exposition qui est très ludique, et puis quand on déambule à travers ces meubles, on a un peu l'impression qu'elle va apparaître elle-même derrière, qu'elle va venir nous voir avec son gros collier de billes argentées, que vous pouvez d'ailleurs voir au cours de l'exposition. Alors attention, parce que je crois que c'est un collier à roulement à billes. C'est ça. C'est un collier à roulement à billes, c'est très précis. Alors, il faut aller le voir, je ne l'ai pas vu, mais ça m'intrigue. Et c'est assez incroyable parce qu'ils l'ont mis en dialogue avec une œuvre de Fernand Léger qui s'appelle Nature morte et le roulement à billes. Et donc, plein centre du tableau de Fernand Léger, on a ce roulement à billes. Donc, le dialogue entre les deux est assez incroyable. D'ailleurs, Fernand Léger est omniprésent tout au long de l'exposition, tout comme Picasso. Donc l'exposition veut vraiment mettre en valeur le fait que Charlotte Perriand, pour créer ses meubles, s'est inspirée d'artistes, et donc s'est inspirée de ces artistes-là. Le bois est omniprésent, la liberté aussi, que ce soit dans ses combats, mais aussi elle-même, dans la vie qu'elle a menée pendant tout ce XXe siècle, mais aussi dans la forme de ses meubles. Puisque c'est des meubles qui sont complètement... il y en a certains qui sont complètement asymétriques, avec des pieds au milieu et puis une espèce de table de forme triangulaire assez étrange. La nature, elle aussi, est omniprésente, puisque c'est elle qui donne les matières premières à Charlotte Perriand. On a par exemple en plein milieu d'une salle un banc qui est en fait simplement un arbre coupé en deux, donc sur lequel le visiteur peut encore s'asseoir. C'est une réplique, on va être quand même, attention, peut s'asseoir et observer tout ce qu'il y a autour. On a des photographies faites aussi par Charlotte Perriand. Et puis, tout autour sur les murs, on a des œuvres de Le Corbusier, peintre. Alors moi, quand j'ai visité son appartement, on m'a dit qu'il était aussi peintre. Je ne le savais pas. Et là, j'ai découvert pour la première fois ses œuvres. Et c'est assez incroyable parce que c'est presque du Fernand Léger. Donc c'est assez perturbant. On a des sculptures de Le Corbusier où on a vraiment l'impression que c'est un tableau de Fernand Léger qui prend vie. Donc c'est à voir. Vraiment. À voir, oui. Avec des chefs-d'œuvre, donc, plusieurs. Avec des chefs-d'œuvre, plusieurs, de Picasso, de Calder aussi. Et puis, on a une construction complètement surréaliste, posée comme ça, qui s'appelle la maison au bord de l'eau. Et là, je vous invite vraiment à rentrer et à fermer les yeux et juste sentir et écouter, parce qu'elle est posée juste à côté de la fontaine très connue de la Fondation Louis Vuitton. Donc on entend comme on est vraiment
dans un cabanon au bord de l'eau. Ça sent le bois, on entend presque le bruit des vagues et on a très envie d'y rester pour boire un verre, ce qui n'est pas possible. Donc tout ça nous fait rêver. Et en plus, alors évidemment, Alizée, on va finir la petite promenade sur Charlotte-Perriand là tout de suite. Parce que je crois qu'il y a en plus un espace de méditation à la fin. Tout à fait. Où on peut méditer. Où on peut méditer. Donc, il s'inspire du Japon, puisque Charlotte-Perriand, il y a beaucoup voyagé, il y a beaucoup créé d'ameublement en lien avec le Japon. Et donc, on termine par une salle complètement surréaliste encore, où vous arrivez en plein milieu, il y a plein de bambous partout. Et puis, un son très apaisant. Donc c'est un atterrissage tout en douceur après avoir été subjugué par plein de chefs-d'œuvre et d'avoir déambulé longtemps au sein de la Fondation Louis Vuitton. Donc allez-y, si je peux vous le conseiller, en semaine pour être un peu tranquille. Et puis quand vous avez le temps, parce que je pense que c'est important de prendre le temps de comprendre aussi ce pourquoi elle a fait ça. Et puis il y a tellement de choses à voir qu'il faut du temps. Alors c'est jusqu'au 24 février, donc vous avez justement le temps encore d'y aller. Ça donne envie. On a un peu ressenti beaucoup de douceur à la fin de cette présentation. Alizée, merci. On va continuer en douceur avec une petite pause apaisante peut-être, je ne sais pas, j'espère. On va parler d'une sortie d'album, Serge, une sortie d'album de Marion Rampal. Ça s'appelle Le Secret. Absolument. C'est très joli comme titre. Oui. Le Secret, Marion Rampal et Pierre-François Blanchard sont complices au piano, avec lequel elle a composé cet album tout à fait extraordinaire, parce qu'en fait, il mélange des musiques du grand classicisme français, Debussy, Fauré, etc., avec de la poésie tout aussi classique, très musicale comme Verlaine, et de la chanson un peu barrée de Brigitte Fontaine, Décadente. Alors Décadente, c'est un des moments extraordinaires, vraiment exceptionnels de cet album, parce que ce qui fait la particularité de Marion Rampal, c'est qu'elle a une voix qui peut en effet totalement être celle d'interprète de thèmes classiques, comme en effet un air de Debussy par exemple, c'est très limpide, etc. Et tout de suite derrière, elle balance une espèce de virago qui incarne la chanson par exemple de Brigitte Fontaine, ou des airs de blues, et on y est, quoi. Je veux dire, il y a une plasticité de la voix et du personnage qui est fabuleuse, quoi, hein. Et donc cet album, ils y tiennent beaucoup tous les deux, et c'est vraiment très très beau. Ça va être donné pour la première fois, je crois, officiellement au Bal Blomet à Paris le 25 de ce mois, le 25 octobre. Et ensuite, évidemment, il y aura d'autres occasions de pouvoir se rendre à ces représentations. Donc l'album est sorti, je ne sais pas si je peux le montrer dès maintenant. Sorti, voilà, est-ce qu'on le voit? Tout juste, le 18 octobre. Oui, voilà, c'est assez frais. On le voit. On le voit. Bon, c'est très bien, voilà. On va du coup peut-être écouter un titre de cet album. Oui, bien sûr. Non, ce que je voulais dire d'autre, si, important, justement, ce qu'on va entendre, c'est un des titres qui est un mix, si on peut dire, entre Verlaine et Fauré. Si je ne dis pas de grosses bêtises, je vérifie un peu. Oui, c'est ça, Fauré et Verlaine. Le titre, c'est Prison. Et sur Prison, il y a des guests, comme on dit, sur cet album. Il ne faut pas oublier de Marion Rampal a la chance de collaborer depuis un certain nombre d'années avec Archie Shepp, qui est quand même un nom particulièrement important du jazz. Ouais. Voilà. Et donc, à la fois, il joue sur cette composition, et il parle un petit peu, c'est-à-dire que c'est lui qui dit les premiers vers de Verlaine sur cet extrait. Donc ça s'appelle Prison, de l'album Le Secret de Marion Rampal et Pierre-François Blanchard. Et donc on écoute ça tout de suite. Ben oui. Et on se retrouve après. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme.
le ciel et par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit perce sa part. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. On vient juste d'écouter le titre Prison de l'album Le Secret de Marion Rampal, dont Serge Mariani nous parlait juste avant la pause avec une belle recommandation. Et donc, je rappelle le concert à ne pas manquer au Bal Blomet, le concert de sortie d'album le 25 octobre. On va enchaîner pour terminer l'émission avec deux autres actualités. Alors, j'ose pas dire le mot mode, mais on va parler de mode militaire avec une très belle expo. En tout cas, Stéphane, une expo qui vous a vraiment beaucoup plu, qui s'appelle Les Canons de l'élégance, avec un album absolument, un catalogue d'exposition absolument magnifique aux éditions Faton. 49 €, je crois, mais bon, c'est un bel objet. Hein, voilà, ça les vaut. Donc, et puis ça pèse son poids. Les canons de l'élégance, en fait, c'est au musée de l'Armée en ce moment, encore jusqu'en janvier. Jusqu'au 26 janvier même. Jusqu'au 26 janvier. Énormément d'objets, de parures, de tuniques, de costumes. C'est un défilé de mode militaire, alors. C'est même plus que ça, on est au-delà de la mode militaire. Donc les canons de l'élégance, c'est quasiment 5 siècles, à la fois de costumes militaires, mais aussi d'armures, d'armes, de tout un tas de choses, de chaussures, de bottes, de cantines. Enfin, c'est tout un programme extraordinaire, mais aussi de bijoux. Enfin, on passe un moment, on est émerveillé. Donc il faut le musée de l'Armée parce que d'abord c'est intéressant, c'est grand. On n'est pas obligé d'aller voir le tombeau de Napoléon d'ailleurs. Il y a plein de choses vraiment bien à voir et surtout. Depuis quelques années, ils ont une politique d'exposition temporaire qui sont franchement parmi les plus belles expositions qu'on peut voir à Paris. Il y a des choses militaires, mais il y avait aussi l'an dernier Picasso et la guerre. Tout à fait, il y avait Picasso et la guerre. Marqué. Quelques mois avant, il y avait une exposition sur la vie du soldat depuis les Romains jusqu'à nos jours, et à chaque fois, la richesse des objets est époustouflante, parce qu'il y en a de toutes sortes, et la scénographie est à chaque fois spectaculaire. Ils ont des scénographes et vraiment des metteurs en scène d'exposition parmi les meilleurs. Donc là justement, sur tous ces objets, est-ce qu'ils viennent tous de musées ou de collections particulières? Alors, la grande majorité vient du musée de l'Armée. D'accord. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent de tas de musées dans le monde, de collections privées, de tous les horizons. Le tour est assez complet, donc en 5 siècles. Pour faire vite, je voulais vous présenter quelques objets. Déjà, je vous montre le catalogue, parce que c'est vraiment... On le voit bien, on ne te voit plus, mais on le voit bien. C'est pas grave, on voit voilà, une belle armure. Là, il est très très gros même, je vous montre aussi la tranche, parce que ça... Donc pour vous donner envie, je vais vous montrer quelques objets, parce que celui-là, c'est un de mes préférés. Un bonnet qui garnissait la tête des membres de la garde impériale napoléonienne. Donc il faut savoir que on ne recrutait pas à moins de 1,80 m. Ils avaient ça en plus sur la tête, et ça mesure 50 cm. C'est des matières très précieuses, c'est du véritable ours. Il y a du laiton doré, il y a beaucoup des plumes d'oiseaux exotiques. La petite histoire, c'est que ces bonnets sont creux et que les soldats de Napoléon cachaient des bouteilles d'alcool dedans pour pouvoir les transporter. Ça devient plus intéressant tout de suite. Voilà, donc on est dans la mode militaire, mais on est aussi dans la galéjade. Alors rapidement, un dernier. Alors, le tout dernier, parce que là on change d'univers presque. Wow. C'est la dernière pièce de l'exposition.
C'est une robe de Jean-Paul Gaultier. Ah, ça, c'est vraiment très mode, oui. Je retombe sur la mode. Bon, parfait. Ça va nous faire une belle transition avec le sujet d'après, oui. C'est une robe de Jean-Paul Gaultier en tulle et en véritable tissu militaire. Et les motifs reprennent exactement les motifs du camouflage de l'armée française. Alors, un petit avis, Alizée, sur cette magnifique robe ? C'est du Jean-Paul Gaultier, tout craché, je dirais. Alors, on embraye justement avec le monde du luxe et de la mode sur un livre qui vient de sortir, qui sort là en ce moment, le 24 octobre. Voilà, donc un livre qui retrace 8 vies de 8 portraits de grandes figures du monde du luxe. Oui. Et alors un livre assez passionnant sous forme d'enquête. Alors c'est un véritable livre d'enquête, oui. On a 8 portraits, il y a aussi une préface intéressante sur en fait comment on peut donner tant d'importance à un objet très coûteux mais finalement très inutile, puisque avons-nous besoin d'un Kelly d'Hermès ou d'un Birkin, je ne sais pas. En tout cas, ils sont très désirés et adorés par des millions de clientes et même c'est carrément impossible d'en avoir. Donc voilà. Donc Astrid Wendland nous raconte 8 figures qui ne sont pas toutes forcément... Enfin, moi, je ne les connaissais pas toutes. On a évidemment un portrait de Karl Lagerfeld qu'elle surnomme l'immortel. Ce qui est assez rigolo dans chaque portrait, c'est qu'elle donne un surnom à chaque personne qui le décrit le mieux possible. Donc, j'ai trouvé que son portrait sur Karl Lagerfeld était un joli hommage après sa disparition. Il n'est pas mélangé aux autres, donc je ne sais pas si c'était son but, mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et voilà, on a 8 portraits, toujours accompagnés d'un petit dessin avant qu'elle commence son portrait. Donc on a par exemple celui-ci, donc sur Jean-Louis l'artiste, qui est donc Jean-Louis Dumas. Voilà, donc un petit coup de cœur d'ailleurs pour ce portrait-là, je crois. Oui, Jean-Louis Dumas, oui. Un petit coup de cœur. On rappelait juste qui c'était. Donc Jean-Louis Dumas. Pour les néophytes de la mode. Jean-Louis Dumas, c'est le petit-fils d'Émile Hermès, qui est le fondateur historique de la maison Hermès. Alors malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, Émile Hermès n'a eu que des filles. Donc ce sont ses gendres qui ont repris la maison, gendres au nom de Dumas. Donc voilà, encore aujourd'hui, Pierre-Alexis Dumas est encore de la maison, donc ça reste la famille d'Émile Hermès. Jean-Louis Dumas, c'est un personnage qu'on m'avait déjà conté lorsque j'ai fait une visite de la boutique Hermès au Faubourg Saint-Honoré. C'était un personnage haut en couleur, un véritable artiste, et je trouve que Astrid Wendland le décrit encore très bien. C'est très touchant, on sent que c'était un homme très respectueux du travail de ses créateurs, qui donnait beaucoup confiance à ses employés, ce qui pouvait étonner d'ailleurs son entourage. Donc on y découvre d'ailleurs des anecdotes sur lui, on y découvre aussi quelques anecdotes sur un passage secret pour accéder à son bureau au rayon cravate de la boutique. Donc voilà, pour le petit côté un peu croustillant. Donc elle dresse des portraits avec beaucoup d'humilité, elle rend palpable des personnages qui sont hauts en couleur, elle va les humaniser. Et finalement, en fermant le livre... on se dit que nous aussi, on aurait bien aimé avoir la chance de parler à ces personnes parce que je pense que ça devait être des moments assez incroyables. Le luxe à la conquête du monde, donc c'est en sortie le 24 octobre. Merci beaucoup, Alizée. Un petit mot ? Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est aux éditions Miss Tweed, et c'est une nouvelle maison d'édition qui se consacre justement à la mode et au luxe. Donc voilà. Très bien. Donc, je pense qu'il y aura d'autres sujets à développer prochainement. Oui, du coup, j'espère. Bon, on arrive au terme de cette émission et évidemment, on se quitte en musique. Voilà un dernier petit clin d'œil jazz avec un groupe qui va être sur Paris bientôt, des Grecs. Oui, principalement des Grecs. Oui, en fait, c'est un album qui s'intitule Summation. C'est un titre en anglais. La sortie d'album aura lieu le 19 novembre au Sunside. Et ce sont des compositions d'un contrebassiste qui s'appelle Apostolos Sideris. Donc, en effet, il est un peu grec. Il est entouré de plusieurs musiciens grecs dans cette aventure, d'un flûtiste italien qui s'appelle Andrea Romani et d'un super pianiste qui lui est d'origine argentine mais qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Léo Genovese, qui est vraiment
un très 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 bon pianiste qui a beaucoup travaillé avec Esperanza Spalding par exemple, c'était son pianiste, etc. Bon, ils collaborent toujours ensemble. Donc ça s'appelle Summation. On va écouter, pour se quitter, le titre Ramallah, qui, comme son nom l'indique, se rapporte à la ville de Ramallah en Palestine. Et ce qui est intéressant dans cet album, c'est qu'il fait vraiment partie, et il illustre très très bien ce mélange qu'il y a désormais, notamment dans le jazz, entre une culture, on va dire, occidentale, un peu classique, du jazz en tout cas, des influences diverses qui viennent notamment de la Méditerranée, du Moyen-Orient en particulier, parce que tout ce petit monde, hormis Léo Genovese qui reste principalement aux États-Unis, tout ce petit monde travaille beaucoup à Istanbul, et donc vraiment là on est au carrefour des musiques moyen-orientales, avec un jazz très contemporain et de très belles compositions, donc je vous le recommande chaudement. Eh bien, on écoute ça tout de suite. Merci beaucoup, Serge. Donc, Serge Mariani, Aurélie Ruby, Alizé Termisien, Stéphane Dubreuil. Vous êtes donc tous les 4 chroniqueurs sur Art District. On retrouve vos chroniques en podcast et puis en diff aussi, évidemment, chaque semaine sur la radio. Et puis, je vous donne rendez-vous, j'espère, pour une prochaine émission. C'était le premier numéro, voilà, donc une formule toute nouvelle avec 3 ou 4 chroniqueurs, voilà, pour une émission d'1 heure où l'on parle d'actualité. C'est le Club Art District, donc, et je vous donne rendez-vous, j'espère, pour un 2e numéro prochainement. Bien, au revoir à tous les 4. Au revoir à tous. Au revoir, merci.